Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 110 décès ont été enregistrés depuis l'introduction de la maladie dans le pays le 19 mars dernier. Le nombre de cas suspects est de 12 735 et le taux de létalité nationale reste à 1,8%. Nomination d'un nouveau commissaire du gouvernement à la Croix-des-Bouquets. Le ministre de la Justice, Luc Mandeville, avait décidé de mettre à pied les chefs de plusieurs parquets pour leur implication présumée dans la libération suspecte de détenus. Le Premier ministre Joseph Joute a effectué ce vendredi une visite d'évaluation à l'Office de la protection du citoyen. Dorénavant, l'OPC dispose de son propre local après que le gouvernement en a fait l'acquisition. Le pays compte 6 101 cas d'infection au coronavirus selon le dernier avis du ministère de la Santé publique. 110 décès ont été enregistrés depuis l'introduction de la maladie dans le pays le 19 mars dernier. Le nombre de cas suspects est de 12 735 et le taux de létalité nationale reste à 1,8%. Nomination, démission et révocation sont les trois mots utilisés par le Premier ministre Joseph Joute pour parler du scandale né de la liste des prisonniers à gracier et de la suite des événements. Les fautifs ne resteront pas impunis, assure le chef du gouvernement, qui insiste sur le fait que les concernés doivent assumer leurs responsabilités. Il a fait ces déclarations lors d'une visite d'évaluation effectuée ce vendredi à l'Office de la protection du citoyen pour confirmer que le gouvernement avait fait l'acquisition du bâtiment dans lequel est logé l'OPC. L'économiste Kessner Farrell juge positive l'initiative de la BRH de rendre public quotidiennement son taux de référence. La communication est indispensable dans le domaine de la finance, a-t-il dit. L'économiste a appelé l'État à jouer son rôle d'arbitre pour éviter que des monopoles s'instaurent sur le marché haïtien au détriment des consommateurs. Suivez ses explications. Pour évolution qu'on a fait toute la radio et voilà BRH qui estimait que normalement je suis supposé partager l'information avec le public là. Ça est asymétrie de l'information. À savoir, bon monde qui a l'information, bon l'autre bout qui va gagner. Donc c'est très important ça qu'a fait là. Et dollar va me dire que c'est pas monter non, mais ça va aller à même rythme là, puisque on réduit ça. Parce qu'il y a deux parties pour nous regarder, il y a l'aspect macro, côté que nous allons regarder tout compte, tout mouvement de dollar qu'a fait entrer et sortir dans l'économie, c'est une. Pour une deuxième partie qui est même au niveau de chaîne, côté que le monde qui a 20 dollars, le monde qui a porté dollars, donc ça est capable de créer une certaine concurrence et plus d'informations pour éviter que les gens de centrale qui dit l'argumentaire pour ne pas créer un groupe de monde qui met tête ensemble, du côté de l'offre, pour alcaler l'équipe de la demande, nous voulons parler de la consommation. Ça ne veut pas dire que ça peut réduire dollar par rapport à Goudla parce que ça pour réduire, c'est quantité de dollars qui a rentré et quantité de dollars qui a sorti. Nous sommes capables de retrouver une situation où une grande majorité a applaudi mesures-là, mais il aurait été quand même comprendre que c'est pas ça qui a fait que le dollar baissé par rapport à Goudla. Donc, nous retournons encore à ce tendance qui est supposé bien. D'abord, il faut regarder l'ensemble de l'économie et ensuite acteurs. C'est la raison pour laquelle nous disons que le dollar pas différent de mango, patate, viande, parce que faut qu'on casse favoriser la concurrence dans le marché. Il y a le temps pour nous une loi de la concurrence et tout problème qui vient dans l'électricité, qui est dans le produit pétrolier, peut-être bien plus concurrence et que le gouvernement lui-même c'est arbitre là pour veiller que acteurs, c'est deux équipes qui souterrain, c'est offre avec demande. C'est les producteurs qui besoin faire comme, qui besoin faire profit, qui besoin maximiser profit. Et consommateur lui-même qui doit maximiser l'utilité, maximiser la satisfaction. Les arbitres là, nous voulons parler du gouvernement, lui-même il veut assurer que nous sommes même derrière, pas des gens qui penchent par rapport à l'autre. Donc je crois que l'exercice a été intéressant. Au lieu que nous fassions un article nous-mêmes au niveau de Dev Haïti, nous mettons tout acteur là, donc c'est un exercice qui était très intéressant. Et ça peut nous toujours retourner, on se dit là, à la production, aux exportations, tourisme, investissement direct étranger, c'est tout ça Bordeaux là,
et tout ça, on va demander où il y a importation, des importations pas supposées faire, ou tu as supposé capable de produire localement, il faut attirer plus de touristes, donc c'est équilibre ça qui peut permettre qu'on atteigne. Donc, si on va retourner avec ça, les concepts de magasin de l'État, là, c'est extrêmement difficile. République dominicaine, par exemple, pour une petite pression, le coronavirus, le dollar par rapport à peso, il était un fourchette de 40 à 45 pesos, mais il est passé à 45, mais il n'a jamais atteint 37 pesos. Pour qui ça? Parce qu'il y a une réserve de change importante et le gouverneur de la Banque centrale dominicaine menace les spéculateurs, dit pas prendre chance ça parce que lui-même il a entré sur le marché parce qu'il y a une réserve, parce qu'il n'a pas oublié son pays qui a croître à un rythme extrêmement important, c'est le taux de croissance le plus élevé au niveau de la région, exportation élevée, tourisme était bon, donc investissement direct était bon, donc il y a moyen politique en quelque sorte. Les habitants de la rue Jean-Baptiste au Canapé Vert tirent la sonnette d'alarme. Des glissements de terrain et des éboulements sont enregistrés quotidiennement sans que la mairie n'agisse. Par ailleurs, ils se trouvent aux prises avec des bandits qui opèrent en toute impunité dans le quartier depuis près de 3 ans. Rudolf Pierre-Louis s'est rendu sur place, suivez son reportage. Ce n'est pas une histoire pour faire peur aux enfants, mais bien la réalité. Les glissements de terrain se multiplient dans la zone de Canapé Vert et malgré les alertes lancées, rien de concret n'a été fait. Après la rue Bocard, frappée par les effondrements depuis 1 an, soit juillet 2019, c'est au tour de la rue Jean-Baptiste. Après avoir quitté le bicentenaire pour des causes d'insécurité, la mairie de Port-au-Prince se trouve à la rue Jean-Baptiste, située à Canapé Vert. Mais là encore, c'est une zone à risque selon des riverains qui réclament l'anonymat. La route lente un petit peu plus large. Vin gen éboulement, nous sommes obligés les magistrats, obligés de mettre bloc de béton ça pour barrer rue Jean-Baptiste là. N'importe quel moment, ça qu'arrive que nous camper là et puis boum, tout tombe. Sous garder par en bas ou après de gros trous pour ouais que tout en bas ça a fouillé entièrement. La ravine Bois de Chêne traverse la rue Jean-Baptiste. Sur ces berges, on peut observer de gros trous et des masses de sable s'écoulent dans le lit du cours d'eau à longueur de journée. Ces trous sont des repères de malfaiteurs, affirment les riverains. Donc ça, justement, c'est trou suite à éboulement. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui amusent, cachent dans tout ça la nuit pendant que il y a une patrouille la police qui a passé. Et des fois, ils laguent quoi dans la ravine. Ils mettent une sorte de petite échelle en bois et puis ils dorment en dedans trou. Pas de circulation possible. Les trottoirs sont dégagés et actuellement, le quartier est même interdit d'accès. Exposés quotidiennement au risque, les habitants de la zone ont entrepris des démarches pour attirer l'attention des autorités. Des tentatives inutiles, déplorent-ils. Toute vibration, machine qui te passer, terre a viré. Le magistrat estime que pour résoudre le problème, ça, non seulement il faut te mettre mur là, il faut que tu coupes le mur ça pour capable faire coupe là. Malheureusement, le magistrat c'est l'an dernier, il a fait mandat. Donc. Les riverains de la rue Jean-Baptiste sont dans cette situation depuis des mois. Pourtant, la mairie de Port-au-Prince est très proche. En effet, l'administration communale s'est repliée dans la zone depuis que le bicentenaire est entre les mains des groupes armés. Sur place, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'activité des services communaux n'est pas très intense. Tout fonctionne, mais aucun va-et-vient n'est observé. À n'importe quel moment, les éléments peuvent emporter leur maison ou même les ensevelir sans que personne ne s'en soucie. Dans une note rendue publique, le maire principal de la mairie de Port-au-Prince, Ralph Yuri-Chevry, a fait savoir qu'il a décidé de jeter l'éponge étant donné que son mandat arrive à terme. De notre côté, les 2 autres maires qui n'ont pas été informés de cette décision, toujours selon la note, entendent au nom de la continuité de l'État assurer l'intérim jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en décident autrement. Entre-temps, d'après les observations au local de la mairie de Port-au-Prince, quelques employés sont présents, mais l'ambiance n'est pas comme d'habitude. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole. L'été a commencé le 21 juin et déjà les fortes chaleurs se font sentir. Je rappelle que la saison cyclonique va du 1er juin au 30 novembre. Ces derniers temps, nous avons connu
une brume de sable, phénomène qu'on ne connaissait pas encore en Haïti ou de manière tout à fait secondaire. Heureusement, elle n'a pas fait beaucoup de dégâts. Également de fortes pluies, au moins sur la région métropolitaine de Port-au-Prince, et souvent également accompagnées de rafales de vent. Ce soir, nous avons avec nous, sur le plateau de Métro News, notre météorologue maison, Monsieur Rudy Victor. Bonjour Rudy, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonjour Serge. Bon, alors, après cette brève introduction, où j'ai rappelé ce par quoi nous sommes déjà passés, alors je pose tout de suite la question, à quoi faut-il s'attendre dans les jours, les semaines ou les mois à venir? Est-ce que le paysage est plutôt agréable ou est-ce qu'il faut craindre cette saison cyclonique qui vient? Serge, dans l'immédiat, le paysage est agréable, je dois dire. Okay. Dans l'immédiat. Oui. Mais lorsqu'on commence à regarder à moyen et à long terme, là, ça fait un petit peu peur. Alors, pourquoi ça fait peur? C'est que pour avoir une saison dangereuse, si vous voulez, dans l'Atlantique, d'abord, il faut qu'il n'y ait pas de Niño, ce que nous n'avons pas. Au contraire, il y a de bonnes probabilités qu'on se dirige vers la Niña. Et la Niña, elle favorise des saisons plutôt actives sur l'Atlantique. La deuxième chose, c'est que comment sont réparties les températures sur l'Atlantique? Il ne suffit pas que les températures soient chaudes, ou plus chaudes que la normale. Il faut qu'elles soient distribuées d'une certaine manière à ce que toute la chaleur soit focalisée sur la région tropicale. Et on peut avoir, parce qu'il y a des années, en 2005, par exemple, toute l'Atlantique était chaude, il y a eu des cyclones un peu partout, il y a eu des dégâts, certes, mais ce n'est pas une saison qui était aussi dangereuse pour les Caraïbes, par exemple. Mais lorsque nous avons une distribution de température où la chaleur, où les températures les plus élevées se situent sur l'Atlantique tropical dans les Caraïbes, depuis les côtes de l'Afrique, bien sûr, et un peu plus haut, les températures qui sont plus fraîches que la normale, ça crée cette situation où il y a moins de vent sur l'Atlantique tropical. Lorsqu'il y a moins de vent, ce qui arrive, c'est qu'il y a moins de brassage océanique, donc les eaux plus froides ne remontent pas, donc l'Atlantique reste chaud. Et lorsque ça reste chaud, les zones qui arrivent ont beaucoup plus d'énergie, donc de carburant, si vous voulez, pour se développer. Et autre chose, c'est qu'il y a moins de cisaillement. Le cisaillement, qu'est-ce que c'est? C'est que les ouragans, les dépressions, les cyclones, elles aiment que l'atmosphère soit homogène, les vents sur la couche de l'atmosphère soient homogènes, qu'il n'y ait pas de grande différence de vent entre la surface et l'altitude. Et lorsque nous avons un Niña, lorsque l'Atlantique est comme cela, il y a moins de cisaillement. Il y en aura toujours un peu, parce que parfois, c'est des perturbations qui viennent des régions tempérées qui descendent, qui provoquent ce cisaillement. Mais il y en a moins lorsque l'Atlantique est aussi chaud, puisque la distribution des températures se fait par l'océan et par l'atmosphère. Mais lorsque l'Atlantique est très chaud, l'océan transporte beaucoup plus d'énergie vers les régions polaires. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Lorsque ce n'est pas comme ça, on a plus de perturbations polaires qui descendent, qui créent le cisaillement. Je crois me rappeler la dernière fois que vous étiez venu, je crois que vous nous aviez dit que, à votre avis, vu justement ces questions de température et tout, il y avait de fortes chances que les cyclones se développent plutôt dans la partie nord, plutôt que sur nous, autour du 24e parallèle. C'est justement lorsque nous avons les températures qui sont un petit peu plus élevées au nord de la région, au nord de l'Atlantique tropical, au nord de 20e degré par exemple, ce qui arrive, c'est qu'il y a un déséquilibre, si vous voulez, dans la répartition des températures, qui fait que lorsque les pressions sont basses un peu partout, là où la pression est la plus basse, les conditions sont plus favorables. Et de l'autre côté, sur l'Atlantique tropical, il y a des conditions moins favorables, qui sont un peu plus sèches. Donc, c'est pas très bon. C'était le cas à peu près en 2016, en 2017, par exemple. D'accord. Donc, en quelque sorte, il faudrait souhaiter que les choses ne changent pas beaucoup, qu'elles restent comme elles sont. Si elles sont comme ça, ce sera beaucoup plus dangereux pour nous. Parce que c'est justement ça. Nous avons les températures les plus chaudes sur l'Atlantique tropical. Nous avons autre chose également, c'est que nous avons la mousson africaine qui est extrêmement active. On est revenu, par exemple, à la période 50, 60, 70, où il y avait une mousson qui était très active. Et lorsque nous avons une mousson active comme ça, c'est un signe que les zones seront beaucoup plus robustes. Donc, si elle trouve les conditions maintenant plus favorables sur l'Atlantique, donc vous imaginez la suite. Donc les zones vont se développer beaucoup plus vite, elles seront plus puissantes, on aura beaucoup plus d'ouragans. Et il y a un autre facteur dont je dois parler également rapidement, c'est ce qui se passe sur l'océan Indien.
lorsque les eaux sont plus chaudes, sur les côtes est de l'Afrique, ok, ce qui arrive, il y a des conditions plus favorables pour que les zones se développent. Mais autre chose, ça crée une connexion entre les deux océans qui favorise une trajectoire plus vers l'ouest des cyclones, des ouragans, un peu plus, mettant plus en danger les Antilles et les côtes des États-Unis, par exemple. Ils ont moins tendance à s'échapper vers le nord sur l'Atlantique tropical. Naturellement, les choses peuvent changer, il est encore tôt, mais je commence à douter de ce changement rapidement. Vous avez fait allusion aux côtes africaines. Est-ce qu'il y a des chances que nous subissions une nouvelle brume de sable? Au moment où nous parlons là, il y a une brume de sable qui est en train de traverser toute la région. Elle est beaucoup moins importante que l'historique qui était passé il y a quelques jours de cela. C'est différent, mais quand même, on a des concentrations qui vont arriver jusqu'à 120, 130 microgrammes par mètre cube. C'est suffisant pour déranger les gens qui sont sensibles, les allergiques, les asthmatiques, etc. Donc il faut qu'ils prennent des précautions. Oui, parce que pour l'ensemble de la population, ça a plus été un amusement qu'autre chose de voir le soleil comme une grosse boule d'argent en plein midi, des teintes un petit peu grisâtres, sablonneuses, mais il n'y a pas vraiment eu d'effet désagréable sur la majorité de la population. Pour quelqu'un qui est en santé, je ne pense pas qu'il y ait trop de problème. Même si moi, je demanderais aux gens d'éviter de faire certaines choses. De prendre des précautions, de ne pas aller faire du sport en plein air, etc. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous arrive vraiment là-bas. Oui. Bon, à part ça, Rudy, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui intéressent le temps? Nous avons une sécheresse sur plusieurs départements du pays, sur l'île, sur Porto Rico par exemple, sur la Jamaïque, sur la Martinique, il y a une sécheresse dans la zone. Et cela, lorsque vous êtes météorologue des régions tropicales, vous essayez de lire entre les lignes et vous demandez comment ça va se résoudre ce problème. C'est un extrême. Généralement, les extrêmes en météorologie ou en climatologie se résolvent par d'autres extrêmes. Donc, les conditions sont favorables pour une saison active. Il y a la sécheresse plusieurs endroits de la Caraïbe. Est-ce que ce n'est pas les cyclones qui vont apporter ce déficit? Donc, c'est encore une inquiétude. Et il y a des orages qui se développent, par exemple, sur le pays presque tous les jours, mais c'est surtout sur les régions centrales. Et la majorité, ce ne sont pas des orages secs, il y a des pluies, mais il y a beaucoup d'endroits qui ne reçoivent pas les pluies qu'ils auraient dû recevoir. Oui, c'est pour ça que je parlais des fortes pluies, surtout sur la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'était de belles pluies, et puis qui duraient aussi. Mais là, nous sommes en juillet quand même. Ce n'est pas un mois mouillé à Port-au-Prince. C'est un mois qui est sec. Donc, ce n'est pas étonnant. Mais lorsque vous avez déjà un déficit, vous abordez juillet et qu'il y a ces brumes de sable qui arrivent, les conditions ne sont pas encore trop favorables pour des pluies. C'est un petit peu inquiétant de deux manières, à cause de la sécheresse, les cultures, tout ça, et même au niveau des réserves d'eau également. Mais maintenant, vous demandez, c'est comme une marmite et qu'on met sur le four, qu'il y a un couvercle, ça bout un jour, il faut que le couvercle saute et que... Vous comprenez? Donc, la suite fait un petit peu laisse... Bon, finalement, moi qui avais cru comprendre au début que nous pas de mal, je me rends compte là maintenant qu'il y a plein de dangers qui planent au-dessus de nos têtes. La sécheresse, c'est toujours très grave pour l'agriculture, on en parle peu, mais c'est important. On en parle peu. Les pluies, comme elles sont concentrées, donc les zones agricoles qui ont besoin de pluie n'en trouvent pas suffisamment, ça va créer un autre déséquilibre, et puis ces risques de tempêtes, cyclones pendant la saison cyclonique. Il faut souligner tout de même qu'il y a eu Mathieu en 2016, mais depuis 2007 ou 2008, 2007, si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu de cyclone majeur avant de traverser le bassin des Caraïbes. Il y a eu bien sûr la saison 2017, mais les cyclones étaient restés sur l'extrême nord-est du bassin, Porto Rico, etc., Barbuda, etc. Mais depuis Mathieu, depuis Félix, je crois que c'est Dino Félix, je crois que c'était Félix en 2007, il n'y a rien eu, aucun cyclone majeur à traverser l'ensemble du bassin des Caraïbes. Donc, Mathieu. Mathieu, je ne sais pas vraiment, Mathieu s'est formé, par exemple, près des petites Antilles, et Mathieu a recouvert sa trajectoire sur Haïti. Mais il n'y a rien eu vraiment de cyclones, de ce qu'on appelle les grands voyageurs, comme les David, les Allen, les Inès, etc. Ces grands voyageurs sont absents depuis 2007. Et il y a toujours des cycles
ils viennent, ils partent, on ne les voit plus, et puis ils recommencent à venir. Bon, eh bien, messieurs, les grands voyageurs, restez loin de nous. On n'a pas besoin de rajouter à nos malheurs. Bon, Rudy, merci beaucoup. Merci d'être venu nous rendre cette visite. Je ne sais pas si on sort de là rassuré ou un peu inquiet, mais en tous les cas, de toute façon, il n'y a rien qu'on puisse faire. Rien qu'on puisse faire. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Se préparer, c'est tout, et puis respirer. D'accord. Bien sûr, rester sur Métropole. Ah, absolument. Oui. Bien entendu. Il faut rester sur Métropole. Eh bien, merci Rudy. Bonne fin de soirée. Merci encore d'être venu. Voilà, c'était donc notre météorologue maison, monsieur Rudy Victor. Je ne sais pas s'il nous a rassurés. En tous les cas, il nous a dit à quoi nous devions nous attendre pour cette saison cyclonique qui donc a commencé le 1er juin et qui se terminera le 30 novembre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.